Le rêve congolais de jouer la Coupe du Monde est en passe de se réaliser. Le jour passe, les nuits se succèdent et de plus en plus, les léopards de la RDC se rapprochent de l'Amérique. Comme c'est parti très vite, un temps, on élimine les lions indomptables. Après, bien sûr, ensuite, on écarte les super aigles du Nigeria pour décrocher les tickets des barrages intercontinentaux. Au fil du temps, les léopards se bonifient tel un bon vin. Et au mois de mars, les fauves tenteront, bien sûr, d'obtenir leur ticket. Ce sera peut-être pour la deuxième fois après les années 74. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur Télé 50. Vous nous captez à Goma, au chef-lieu, bien sûr, de la province du Nord Kivu. Nous vous disons Caribou Sana, au cœur du sport. Votre magazine vient de commencer. Il est temps pour moi de recevoir les gens qui vont analyser calmement avec leur cerveau tout ce qui s'est passé. Oui, ils ont vu des points positifs, les points négatifs, il y en a eu aussi. Question de rectifier les tirs, bien sûr, avant la CAN et peut-être lors de barrages intercontinentaux. Trésor Mutombo est avec nous sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Christian, bonjour à tous. Et l'habitué, c'est bien sûr Émeric Kabongo, l'homme des chiffres. Je pense qu'il a préparé pas mal de chiffres ce matin. Et il va nous aider à comprendre ce qui va se passer, puisque là, on s'est fait déjà une petite idée sur les barrages intercontinentaux. Est-ce que vous êtes d'abord en forme, monsieur? Bonjour et bienvenue. Bonjour Christian et bonjour à tous les amis sportifs. Très content de retrouver ces plateaux, mais surtout très content de les retrouver dans ces contextes post-victoire de la RDC, qui nous permet maintenant de projeter un peu cette rencontre dès la finale, qui sera soit face à la Jamaïque, soit face à la Nouvelle-Calédonie, mais aussi revenir sur l'exploit, parce que c'est un exploit de remporter ces barrages continentaux en Afrique. Un exploit n'est pas une surprise. On espère qu'on verra ce qu'on va prévoir avec des chiffres, bien sûr, et qui nous permettront d'avoir une idée sur les statistiques qu'on peut prévoir pour les matchs à venir. Alors, j'ai l'impression qu'il a fait recours au vaudou, lui aussi, parce que depuis un temps, il ne bouge pas de ses couloirs. Il est tout le temps là, il utilise ses couloirs. Est-ce qu'il a des gris-gris? Parce que depuis un temps, vous êtes mal réputé sur les continents. Tout le monde voit que vous êtes devenus des marabouts. Bonjour, j'ai de Luis Coupa, est-ce que vous êtes en forme? Merci beaucoup Christian, bonjour. C'est un peu... est-ce que vous n'avez pas fait recours au vaudou? Peut-être c'est pour qu'on fasse recours au vaudou, c'est possible en tout cas, mais on se dit que peut-être c'est une manière de dire que l'hôpital se fout un peu de la charité. Ouais. Les Nigériens ne peuvent pas parler de vaudou, en tout cas ce qui concerne le football, parce qu'ils sont réputés, le Nigeria, le Bénin, tous ces pays de l'Afrique de l'Ouest, ce sont ces pays qui sont réputés pour pratiquer ces vaudous. Après, c'est le football, ce sont des, comme disait Noah Sadiki, c'est une fausse excuse, il ne s'est pas assumé, c'est trop petit de la part d'Eric Schell, un entraîneur que j'admirais beaucoup, que j'admire toujours, mais qui a tapé à côté, et voilà. Nous sommes là, félicitations d'abord à notre équipe nationale, si Vaudou y avait, tant mieux de toute façon. Donc le plus important c'est de gagner et de performer. Si les Bénin seraient champion du monde plusieurs fois. Donc ça, ce sont des excuses à ne pas. Ce sont vraiment des renseignements à ne pas surtout éduquer à nos enfants, les jeunes footballeurs qui aspirent à devenir des professionnels un jour, à parler des vaudous. Donc il faut écarter cette histoire de la tête des jeunes. C'est pas bien pour éduquer la jeunesse. Donc je pense que on va parler sur la performance, ce qui a été un travail professionnel réalisé sur le terrain. Avec brio, et on sera à la hauteur, j'espère, pour partager avec ceux qui nous suivent en ce moment, puisque depuis hier, je reçois des messages qu'on va te suivre aujourd'hui sur Télé 50. Voilà, les rendez-vous est là, merci beaucoup. C'était une façon de vous recevoir, j'ai des Luis Coupa, mais sinon, nous sommes un pays laïque, on sait comment les Kinois aiment prier, je dirais les Congolais aiment prier. Il y a beaucoup de chrétiens, c'est un pays, on va dire, à 80% chrétiens. Oui. Ouais, il y a beaucoup de chrétiens. C'est ça que les coachs, Eric Schell, les sélectionneurs, a vu peut-être les prières des Mangengue. Après, moi, je ne suis pas étonné. Ouais. Pas étonné parce que si vous êtes passionné de la sociologie du football africain, parce que le football-là a une sociologie et que dans cette sociologie-là, la religion occupe une place importante dans le football africain. Et qu'en fait, en Afrique, on a cette tendance à vouloir tout donner du sens à tout ce qui se passe. Et que voilà, on veut construire l'essence à travers tout ce qu'on voit. C'est-à-dire, par exemple, en 2012, il s'est raconté au Sénégal, par exemple, que cette équipe du Sénégal avait la poisse, elle était maudite. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle avait des talents dignes pour aller remporter la CAN, mais il s'est passé des choses qui ont empêché cette équipe de gagner. Et ici, on le voit un peu plus partout, mais je pense que
Comme a dit GD, je pense que ce n'était pas une esquisse pour Eric Schell, Voilà, qui s'est rétracté. Hein, alors, monsieur, je voudrais qu'on prenne. C'est vrai que la thématique phare est là. On va parler bien sûr de barrages intercontinentaux, mais je voudrais quand même qu'on place un petit mot, parce qu'il y a les clubs congolais qui vont jouer. Le Popo en Ligue des Champions, on va jouer aujourd'hui. Les Cheminots seront bien sûr reçu par le Brésilien d'Afrique, Mamelodi Sundowns. Match à suivre à partir des 14h. Et puis demain, Maniema Union accordera son hospitalité à Azam. Un duel qu'il faudra suivre à des près, puisqu'il y aura des Congolais de part et d'autre. Un petit commentaire, une petite analyse par rapport à ces deux matchs. Oui, déjà le match de Lupopo, je pense que ça sera un match très disputé. Mamelodi Sundowns, quand a vu Lupopo faire l'espoir d'éliminer Orlando Pirates, nous avons vu tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux avec l'histoire de Mukoko Amal, etc. Bon, il sera accueilli, Lupopo sera accueilli comme un véritable outsider. Mamelodi Sundowns, c'est vrai que c'est une des meilleures équipes de notre continent, qui a donné beaucoup de joueurs en sélection nationale sud-africaine, qui s'est d'ailleurs qualifié en Coupe du Monde avec le stature quasiment local. Donc ce sont ces joueurs-là qui constituent l'effectif des Mamelodi Sundowns. Je pense que sur le plan jeu, sur le terrain, Mamelodi part clairement favori. Ils jouent à domicile, ils ont beaucoup de joueurs, ils ont beaucoup de moyens, ils ont vraiment préparé leur équipe convenablement pour affronter cette équipe de Lupopo. Par contre, attention avec Lupopo, parce que c'est un club qui essaie un peu de s'organiser, de mettre aussi en place une bonne structure depuis l'arrivée de l'entraîneur Guy Boukassa. Ils ont prouvé qu'ils pouvaient déplacer de montagne en battant déjà Orlando Pirates ici, 3-0, même si il y avait remontada, mais ils ont tenu, le mental était fort pour se qualifier. Après, de toute façon, ils n'ont vraiment pas beaucoup à perdre, le Popo, puisque c'est un club qui n'est pas habitué à jouer à ce genre de niveau en Ligue des Champions. Parce que je pense que la première fois qu'ils s'est qualifié à ce niveau en Ligue des Champions. Donc, ils viendront comme voilà, un club qui veut tout donner, qui veut faire l'exploit, qui veut créer l'exploit. Et ça va commencer déjà dès ces week-ends en Afrique du Sud. C'est un match à suivre de près. Et après, moi, je pense que de toute façon, c'est le représentant congolais. Tous les Congolais vont devoir soutenir le Popo. Pour ce qui concerne Maniema Union et Azam, c'est un match dans un autre match, puisqu'il y a des retrouvailles, Florent Ibenge, qui va retrouver ses anciens joueurs, notamment dans l'effectif de Maniema Union, qui va retrouver le général Amici Tangofo, avec qui ils ont collaboré pendant plusieurs années. Et il y a également Jefté Kitambala, qui était la saison dernière à Maniema Union, actuellement sociétaire d'Azam. Donc il va jouer contre ses amis, ses potes. Donc ça va être un match vraiment disputé. Azam, qui s'est qualifié également à ce niveau pour la première fois, va jouer contre Maniema Union, qui n'a pas non plus été ridicule lors de la phase à élimination directe. Mais ce serait un match vraiment clairement intéressant à regarder, je suis sûr. Et nous allons être là au Stade des Martyrs pour essayer un peu de soutenir nos clubs, parce qu'on n'a que ces clubs qui nous représentent. Et donc je pense que ça va être un bon match de toute façon. Et voilà, qui le meilleur gagne. En tout cas, on espère que ce soit le club congolais Maniema Union. Allez, on espère assister à un match intéressant, parce que les championnats ont repris. Tous les joueurs ont de la compétition dans les jambes. Bref, il n'y aura pas d'excuses quand même sur le terrain. C'est vrai que c'est un match de phase de groupe. On peut perdre la première journée et puis c'est relevé lors de la deuxième journée, Emery. Oui, et après, on ne va pas prendre que les championnats comme facteur voilà, non négligeable. Il y a surtout une sorte de continuité en voyant ce qu'il s'est passé ces dernières saisons. On a une équipe des Maniema Union qui réessaye. Voilà, la saison dernière, ça ne s'est pas passé comme il fallait. Il y a des saisons, ça ne s'est pas passé comme il fallait avec Papi Kimoto, etc. Mais attention, il y a danger. Je voudrais quand même dire que comparé à Mamelodi qui va affronter Lupopo, Azam, c'est quand même un cran voilà, en dessous. Mais c'est une équipe non seulement qui commence à jouer déjà les premiers rôles dans les championnats tanzaniens, qui rivalise avec les deux super clubs qui sont Simba et Young Africans. C'est une équipe maintenant qui a fini avec sa phase de reconstruction, qui vient de déclencher quelque chose. Tout est parti d'un mercato bien réalisé avec Florent Ibenge. Ibenge, attention, Ibenge représente vraiment quelque chose de grand lorsqu'on parle de coaching en Afrique. Il a réussi à gagner la Coupe de la Confédération avec les clubs marocains de Berkane, dans les mêmes contextes où il vient, on lui fixe un objectif d'aller plus loin et voilà, il essaye de faire toujours mieux que les attentes. Maintenant, à part Ibenge, il y a Jefté Kitambala qui est arrivé, qui va affronter ses
des anciens coéquipiers. Dans ces contextes-là, vous voyez les dangers qui vous guettent. Donc, à Maniema Union d'être prudent, parce que là, Maniema Union ne peut pas se permettre de ne pas faire mieux que ce qu'il a déjà fait ces dernières saisons. Déjà, ils sont dans la phase des groupes, c'est quelque chose de grand. Ils sont assurés de jouer minimum 3 matchs, donc ils auront une campagne bien garnie dans cette compétition. Et bien après, il faut ne pas faire simple figuration. En parlant de ne pas faire simple figuration, l'équipe qui n'a pas l'habitude de faire simple figuration, c'est Mamelodi Sundowns qui va affronter Lupopo. Mamelodi, c'est l'un des meilleurs clubs africains actuellement. Ça, il n'y a pas de débat. Lupopo, aujourd'hui, on va les soutenir, mais Lupopo devra cravacher sur les terrains pour venir à bout de Mamelodi. Mamelodi a brisé les rêves des Remo Stars dans la dernière phase. Bon, les Nigériens, ils n'ont pas beaucoup de chance. C'est un club nigérien qui a encaissé 7 buts en 2 matchs contre Mamelodi, qui n'a marqué qu'un seul but parce que c'était 5-1 au match aller, 2-0 au match retour en faveur de Mamelodi. Pour Mamelodi, ce genre de matchs-là, ce n'était que des formalités, alors que pour Lupopo, c'était la recherche d'un exploit. Et Lupopo continue dans cette lignée de continuer à chercher des exploits face à des clubs qui ne jouent que pour remplir des formalités, car l'objectif est de remporter la compétition. Donc, le club congolais aujourd'hui, en bref, ne partent pas favoris, mais ils ont des armes et des arguments assez solides pour faire quelque chose. Merci beaucoup, mais il faut rappeler que dans ce groupe-là, il y a Mouloudia Club d'Alger qui a parfaitement lancé sa phase de groupe en battant bien sûr Al Hilal Omdurman du Soudan. C'était bien sûr sur le score de 2-1 Trésor, Lupopo. Il faut dire, Lupopo a appris à voyager au pays de l'arc-en-ciel. Déjà, j'ai de la rappeler face à Orlando. Lupopo, c'est vrai que c'était poussif, c'était laborieux, mais au coup de sifflet final, ce sont les cheminots qui se sont régalés. Ils se sont régalés, mais ils ont tremblé, les tirs au but, évidemment. Mais après, moi je pense que sur ces matchs-là, je pense que les Mamelodi ils sont favoris pour cette rencontre, parce que Emery l'a bien dit, depuis leur sac en 2014, Mamelodi Sundowns, c'est le haut niveau du football africain. Et qu'en fait, le Popo est dans une phase d'apprentissage. Moi, je pense qu'ils sont, évidemment, ils peuvent jouer les coups, mais je le vois vraiment, ce sera un match très difficile pour le Popo face à cette équipe du Mamelodi, qui aussi, je pense ils ont besoin ils ont un statut à tenir, et ils veulent vraiment s'imposer d'entrée de jeu. Surtout qu'ils sont dans un groupe très compliqué. Vous avez dit, c'est Mouloudia Club d'Alger. Et voilà, Mouloudia Club d'Alger, évidemment, c'est un club qui a gagné la Coupe des Confédérations, je crois, en 2022, face à Young Africans. Donc, c'est une équipe d'Algérie, c'est au niveau. Et puis, il y a Al Hilal, évidemment, c'est que c'est pas au Soudan, mais après, on a vu les résultats. Avec Florent, c'est vrai que Florent Ibenge a placé cette équipe sur l'orbite. Et depuis un temps, ils prennent goût. Cette équipe-là, on va dire, même la sélection soudanaise est composée à 70% de joueurs d'Al Hilal. Et puis Al Hilal, c'est un grand nom du football africain. Bien évidemment. C'est-à-dire, c'est pas. Petit à petit, ils essayent de progresser. Voilà, c'est un grand nom du football africain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que le Popo est dans une phase, comme j'ai dit, d'apprentissage. Et j'attends voir comment est-ce que Guy Boukassa et son équipe vont vraiment aborder cette phase de la compétition qui est la plus prestigieuse des coupes Interclub et la CAF. Contrairement à Maniema Union, moi je suis un peu, bon évidemment je suis séduit par ce qu'Azam fait, parce qu'en fait à un moment donné on était habitué par un sort de duo Simba, Young Africans, mais aujourd'hui on a Azam qui arrive, parce qu'Azam c'est un club que j'ai découvert lorsque le club jouait en fait la CECAFA plutôt, avec club, il y a des clubs congolais qui jouaient avec des équipes d'Afrique orientale, l'Afrique de l'Est. Mais c'est là que j'ai découvert des clubs comme Azam, Aper et autres. Et donc, je suis content de voir cette équipe venir au niveau. Bien qu'Emmanuel Maignan a quand même pris l'habitude de jouer déjà à ce niveau de la compétition. Et puis, il y aura beaucoup trop de retrouvailles parce que Azam a l'avantage d'avoir un entraîneur qui connaît très bien le football congolais, il connaît très bien Emmanuel Maignan. Et donc, j'attends voir ce que ça va donner, même si il faut espérer que le club congolais se comporte déjà bien dès la première journée. Merci beaucoup, Trésor. Ce qui inquiète un peu avec Emmanuel Maignan, c'est qu'ils ont joué des matchs avant d'arriver à ces niveaux. Très limite. Des matchs limités, mais ils ont encaissé vraiment dans le moment où il ne fallait pas. Contre Pamplemousse, déjà, ils étaient à 2 doigts de se faire éliminer. Également contre l'autre adversaire, les derniers adversaires, ils s'étaient vraiment mis en difficulté. J'espère que ces secteurs défensifs qui posent encore problème a été vraiment revu calmement. L'attaque aussi, ça clopine. Ça se crée beaucoup d'occasions, mais ça rate, ça manque. Pour t'appuyer, même au championnat national, c'est possible, Emmanuel Maignan. C'est pas aussi éclatant que ça. Les Maignan qu'on connaît, donc cette saison aussi, c'est difficile, compliqué. Ils ont fait match contre Dessampé. C'est vraiment pas les Maignan qu'on connaît. C'est pas évident. Ils jouent contre Florent Ibenge qui connaît encore ce club.
Donc on va espérer que voilà, ils vont tenir contre les tout-puissants Florent Ibenge, comme j'ai l'habitude de le dire. Allez, c'est un match de football qu'il faudra suivre de près, puisque je rappelle le programme demain déjà, Maniema Union recevra Azam FC. Allez, Florent Ibenge, ça a toujours été un plaisir de voir un fils du pays jouer dans un stade qu'il a vu faire des exploits. Messieurs, on va maintenant analyser cette thématique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent à travers le monde. Oui, à travers le monde, puisqu'il y avait des scènes des liesses, non seulement au pays, même en dehors du pays où nous avons vu les Congolais festoyer, se réjouir, se régaler après, bien sûr, cette qualification aux barrages intercontinentaux. Ces scènes des liesses, il y en a eu aussi à Kinshasa. Et ça pouvait quand même se justifier. C'est vrai qu'on n'était pas directement qualifié, mais là, on a franchi, on va dire, une étape importante. Et on n'est qu'à un pas de la phase finale. Oui, c'était normal, tout à fait normal de voir cette scène de liesse partout, un peu partout. Et voilà, il y avait un goût d'avoir brisé vraiment une barrière. Parce que les barrages d'Afrique, c'était les barrages continentaux. Continentaux, c'était le plus difficile. Hein, parce que vous jouez contre le Cameroun, deux grandes équipes du continent, le Cameroun, le Nigeria. Battre ces équipes, c'est vraiment déjà ça un exploit. Et puis on n'a pas que battu ces équipes, on a dominé contre ces équipes. Ouais. Donc ça, c'était vraiment important de le souligner. Après, on ne minimise pas non plus les adversaires qui viendront. C'est un seul match où tout peut se passer. La RDC a son destin entre sa main. Il doit gagner. Sur le papier, la RDC part favori. Au classement FIFA, la RDC pas de favori et tout. Donc, je pense que ces scènes de liesse étaient justifiées. J'ai senti vraiment que les Congolais aiment leur pays, hein, malgré tout. Ouais. On sent vraiment qu'ils partent, tous les Congolais de partout en Amérique, dans le diaspora, au Maroc, n'en parlons pas. Tout le monde était heureux de voir que la RDC gagne enfin ce trophée continental. C'était un trophée continental, puisque voilà, après les 9 qualifiés, nous, normalement, en tout cas, si ça dépendait que de moi, je dirais que les seuls barrages continentaux devraient directement qualifier la RDC. Ouais. Mais bon, c'est pas nous qui décidons, c'est la FIFA. Maintenant, il faudrait aller représenter tout le continent. Je vis des Ivoiriens, des Sénégalais, des Marocains, en tout cas presque dans tout le pays d'Afrique, les gens soutenir la RDC. Voilà, tout le monde a besoin de voir un 10e représentant de notre continent. Et donc, je sais qu'on va analyser le côté technique et tout. Bien évidemment. Tout ce qui s'est passé là, ça montre que nous avons du talent, nous avons avec un peu d'organisation, beaucoup de bonne volonté, surtout avec les ambitions, on peut atteindre nos objectifs. Je vais souligner également la qualité d'infrastructure des Marocains, en tout cas, les chères autorités de la République, messieurs le président, excellence, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le seul cadeau, en tout cas, que vous pouvez faire à la jeunesse congolaise ou aux équipes nationales congolaises, c'est doter la RDC des infrastructures de qualité. Les stades, un stade avec une pelouse naturelle de qualité comme au Maroc. En 8 mois, ils ont construit ces stades-là. En 8 mois, ils ont mis beaucoup d'argent. C'est vrai, on peut aussi mettre beaucoup d'argent. Trouver l'expertise extérieure pour nous construire ces stades-là. Avec le niveau de ces stades-là, on est sûr de performer encore et encore. Parce que pourquoi à chaque fois on joue au stade de Martyrs, on n'arrive pas à jouer? Parce que les conditions ne sont pas remplies de toutes les façons. On a vu avec des conditions meilleures comment nos léopards sont capables de jouer un football à la Guardiola quasiment. Donc je pense que ces messages, si ça arrivait au chef de l'État, en tout cas, s'il vous plaît, construisez les infrastructures de qualité pour la RDC. On va continuer à se qualifier pour les compétitions de la Coupe du Monde. Ça sera régulier, ça sera plus attendre pendant 50 ans. Je pense que c'est les infrastructures qui vont nous aider à performer. Merci beaucoup, messieurs. Maintenant, on va voir en image ce qu'a été le temps fort de cette rencontre Nigeria. RDC, c'était la finale de barrages continentaux. Oui, les meilleurs deuxièmes qui s'affrontaient. Alors, Trésor, là, vous voyez en image, la RDC qui prend quand même ses buts à la 3e minute. Allez, si vous n'avez pas du mental, vous sortez de votre match. Évidemment, après c'est même ça. Je me suis dit, avant la rencontre, j'ai parlé avec un ami, je dis, écoute, j'ai vu l'équipe du Nigeria face au Gabon. Moi, je ne vois pas cette équipe du Nigeria battre les RDC. Je ne voyais pas, moi je voyais pas le Nigeria. Pourquoi? Pas par fanatisme, non. Après mon analyse, je le dis clairement, les Nigeria, ils ont l'armada offensive, ils ont des joueurs de qualité en attaque, mais ils ne sont pas équilibrés, ils ne défendent pas bien. Et que si l'RDC met en place un bloc médian, on exploite bien les actions de contre, on va les embêter. Et quand j'ai vu le Nigeria marquer, je me suis dit, bon, voilà, je vais voir comment les Léopards réagissent.
Et la tranquillité, c'est-à-dire, en fait, moi, je pense que cette équipe-là, elle commence à prendre de la bouteille. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire, c'est une équipe qui devient mature de plus en plus. Elle devient solide. Et même à la CAN, en fait, les gens doivent faire très attention. Et que comment est-ce qu'en fait, il sort de ces biens encaissés avec beaucoup trop de calme, beaucoup trop de maturité et beaucoup trop, surtout, de maîtrise. Parce qu'en fait, bien qu'éminés, les Léopards sont restés en maîtrise. Et ça, cela démontre que c'est une équipe qui a beaucoup appris, qui a énormément appris de sa défaite face au Sénégal. C'est-à-dire, en fait, elle n'a pas paniqué, elle est restée tranquille dans son match, elle n'est pas sortie de son match. Et elle savait qu'à chaque fois, elle va marquer, elle va revenir au score, elle va même marquer un deuxième but. Donc, c'est en fait ce que je vis durant ces barrages africains. C'est-à-dire que les Léopards, une équipe qui est calme, posée, en maîtrise et surtout qui a s'y attendre. Ils savaient qu'à un moment donné dans la rencontre, ils vont avoir une occasion, ils vont marquer, un peu comme face au Cameroun. C'est-à-dire les matchs sont très difficiles, très disputés, mais les Léopards restent calmes. Ils savaient qu'ils auront une occasion, ils vont marquer. Après, c'est ça, en fait. Je pense que c'est un collectif qui commence à se bonifier. Ben, c'est même ça qui est la thématique. Hein. C'est-à-dire que c'est un collectif qui commence à se bonifier. C'est une équipe qui commence à grandir. C'est une équipe qui commence à prendre confiance. Et puis, c'est une équipe jeune, mais une équipe jeune qui joue de manière très décomplexée parce que l'on était là devant les attaquants comme Lookman ou Osimhen. Voilà, c'est des ballons d'or africains sur le terrain quand même. Donc, c'est tout ça. On profite de cette équipe-là. Et moi, je me dis, cette équipe-là, elle va être solide. Déjà que c'est des équipes solides qui ont l'habitude de gagner des compétitions. Regardez le Sénégal, la l'UCC qui est champion d'Afrique en 2022 au Cameroun. Ouais, c'est une équipe, voilà, pas très emballée dans le jeu, mais c'est une équipe solide. Et cette solidité permet, c'est-à-dire que vous ne prenez pas beaucoup trop de buts, et que quand vous ne prenez pas trop de buts, c'est-à-dire que vous avez cette capacité à bien défendre, à être intelligent dans votre manière de défendre, et que voilà, vous savez saisir les opportunités, marquer les buts qui vous permettent de gagner, et que si cette équipe parvient à faire tout ça, donc je vais me dire que ce sont des éléments, j'atteste même, ce sont des indicateurs qui démontrent que c'est une équipe qui a pris de la bouteille, et cette équipe-là, elle est difficile à jouer. Donc il faut maintenant, le travail, c'est de continuer sur cette lancée, parce que des matchs contre les Nigeria et le Cameroun, peu importe la forme de ces équipes-là, ça reste des grandes nations de football. C'est pas volé. Donc je pense que la RDC a eu justement l'air d'affronter le Sénégal qui l'a conduit sur ces chemins. Je pense que cette équipe-là méritait quand même de figurer parmi les 9. Allez, en tout cas, cette équipe-là, peut-être la malchance, c'est d'avoir affronté les Sénégal, mais s'il faut revenir sur le match contre les Aigles, les Super Eagles du Nigeria, un temps on encaisse, mais on n'enlève pas le pied sur le ballon. On continue à jouer, à faire du pressing. Allez, ça réussit quand même à nous sourire, parce que là, on a égalisé au bon moment, ça veut dire avant de regagner le vestiaire. Et on va dire psychologiquement, les Léopards ont beaucoup appris. Oui, ça montre la mentalité avec laquelle on a abordé cette rencontre, une mentalité qui ne devait pas être brisée parce qu'on a fait un faux pas au début du match. Parce que oui, on dit aujourd'hui qu'on a encaissé, mais il faut voir la manière avec laquelle on a encaissé. On a offert un but au Nigeria. À part cette petite erreur de la défense, je ne vais pas incriminer Maswaku et Twanzebe parce que ce sont les deux qui sont sur les coups, mais j'ai dit l'erreur de la défense en général. Je ne vois pas les Nigériens mettre en danger Lionel Mpassi. Malheureusement pour nous, on n'a pas été trop réaliste par la suite parce qu'il y a beaucoup de points positifs, mais il y a également de points négatifs. C'est vrai, on garde la tête sur les épaules, on égalise. On égalise avant la mi-temps, ça c'est quelque chose à signaler. On ne va pas avec cette équipe du Nigeria jusqu'au temps additionnel pour égaliser. On égalise avant la mi-temps. Mais en seconde période, c'est vrai, l'arbitre a fait ce qu'il a fait. On ne va pas s'attarder là-dessus, mais c'est quand même un autre détail non négligeable. À nous maintenant d'être plus réalistes dans les jeux, parce que dernièrement on a été plus réaliste dans les coups de pied arrêtés que dans les jeux. Il fallait maintenant prouver cela dans les jeux et on espère qu'on travaille ces côtés-là. Mais nonobstant les faits qu'on ne s'est pas montré très réaliste, on s'est montré très efficace dans notre jeu parce qu'on a été dominateur. Je voudrais quand même souligner quelque chose concernant Cédric Bakambu. Aujourd'hui, on parle de Mbemba qui a marqué le but victorieux face au Cameroun avant de marquer les derniers pénaltys. On parle de Fayoulou, on parle d'Mpassi
qui est un élément très important parce que c'est lui qui demande les changements avant voilà, les coups de sifflet final après le prolongation. Mais j'aimerais qu'on parle également de Cédric Bakambu, le travail, la débauche d'énergie qu'il a dans cette rencontre. Parce que vous voyez un joueur voilà, qui se donne à fond dans ses matchs. Il fait des courses, il aime faire des courses, mais là, il les a fait un peu doublement, cette débauche d'énergie. Les départs de cette action, il est bien trouvé par Meshak. Il est bien trouvé par Meshak. Ouais. Mais après, si aujourd'hui on dit que les Nigérians n'ont pas pu inquiéter Passy, c'est parce qu'il y avait quelqu'un comme Bakambu qui empêchait les premières relances de la défense nigériane. Parce que les Nigériens, comme je l'ai dit avant les matchs sur ces plateaux, ce n'est pas une équipe qui a une cohésion quelconque dans les jeux. C'est un ensemble d'individualités qui ne peut rien faire lorsque Osimhen n'est pas bien servi. Maintenant que Osimhen avait, s'était frotté à Chancel Mbemba et a vu ce qu'il a vu, il a fouillé un peu les matchs. Il a fouillé les matchs à la mi-temps. Les Nigériens étaient perdus, étaient confus sur le terrain. Maintenant, ils devaient se focaliser sur d'autres individualités comme Iwobi, comme Didi, annoncé d'abord suspendu, ensuite il est revenu. On va pas. C'est lui-même qui n'a pas su, en tout cas, écarter le danger. Alors, puisqu'il y avait un pressing tellement bien exercé par Bakambu qui empêchait les premières relances du Nigeria, c'était impossible pour la défense nigériane de toucher les autres individualités offensives. Du coup, c'était maintenant les RDC de finir le travail dans cette rencontre-là. Malheureusement pour nous, on a dû aller jusqu'aux prolongations. On ne méritait pas d'aller aux prolongations. On méritait de tuer ces matchs déjà dans le temps réglementaire, mais il fallait qu'on vive ces émotions-là aussi. Non, mais attendez, vivre ces émotions, c'est bien. Et à un moment donné, ça risquait. C'est moi, à un moment donné, je me disais, mais j'espère que les scénarios ne sera pas cruel parce que. C'est pourquoi je dis qu'il fallait maintenant. On doit maintenant apprendre de tout ça parce qu'il y a des matchs qui viennent. C'est-à-dire que décembre-là, je pense que c'est trois. Il y a 3 matchs qui se ressemblent avec décembre. RDC Égypte, RDC Afrique du Sud, RDC Nigeria. Si vous regardez bien ces trois rencontres, ce sont des rencontres qui se ressemblent. C'est-à-dire que c'est des matchs où le RDC domine tranquillement, il est bien dans son match, mais il peine à marquer ses buts plus qu'il permet de gagner tranquillement. Et c'est un problème, ça veut dire qu'il y a un souci de ce côté-là. Moi, si vous observez bien, regardez RDC Égypte, RDC Afrique du Sud, RDC Nigeria, c'est la même configuration de rencontres. Une rencontre, le RDC prend le contrôle de la rencontre, contrôle du milieu de terrain, il combine. Mais voilà, il n'y a pas d'animation offensive. On n'est pas aussi dangereux que ça quand on est devant le. C'est parce qu'on n'est pas réaliste, dans l'autre moitié du Nigeria. Et c'est un élément qu'il faut. Il faut encore insister parce que, oui, on s'est qualifié, évidemment, les tirs au but. C'était vraiment. Voilà. Allez, il y a même Emeraude Kamba, enfin, qu'on appelle Gavi, il se surnomme Gavi, qui nous suit, lui aussi, qui ne voulait pas, bien évidemment, qu'on joue les prolongations, puisqu'au regard de la domination congolaise, on ne pouvait pas, en tout cas, arriver jusqu'aux prolongations. Mais j'ai dit, je voudrais qu'on revienne sur ce match-là. C'est vrai qu'on a parlé des individualités, on citait tantôt des noms, Chikwueze, Iwobi, Ademola Lookman, Ndidi. Il y avait bien évidemment les céréales buteurs, Victor Osimhen. Mais il y a même encore Adams aussi et Juke Chidera. Mais revenons sur les 11 de Sébastien. C'est vrai que là, il a laissé Théo Bongonda sur le banc. Il donne quand même la chance à un milieu de terrain, Moutoussami, Moukaou, Sadiki. C'était une façon pour lui de jouer vraiment. Enfin, on ne dira pas qu'il avait peur, mais il avait bien compris cette équipe-là. Comment il s'appelle? Emery a parlé tantôt du travail qu'a fait Cédric Bakambu qui empêchait plutôt le premier relance. Mais on a senti que ces milieux de terrain n'ont pas donné la chance aux Nigériens de pouvoir jouer au ballon. On s'est dit qu'aujourd'hui, Sébastien ne s'embrouille pas. Il prend son ossature et il l'utilise à bon escient. Il a utilisé certaines cartes. Si vous voyez le milieu du Nigeria, il y avait Iwobi, il y avait Dindi et il y avait Onyeka. Les trois milieux de terrain qui se rapprochent dans la trentaine. Déjà, Dindi, c'est plus de 30 ans. Iwobi, bientôt 30 ans. Onyeka aussi, bientôt 30 ans. Donc, il a misé sur la jeunesse. Qu'est-ce qu'il a fait en retour? Il a joué avec des jeunes de 20 ans. Au cas où 20 ans, ça dit qu'il 20 ans. Donc, de l'énergie. Contre de l'expérience, certes, mais de l'énergie, débauche d'énergie, il associe à Moutoussam qui ne se fatigue pratiquement pas. Donc c'était la bataille du milieu de terrain. Il a compris ça. Ils sont entrés dans le match très bien, sauf qu'on a encaissé sur une faute, un peu de concentration. Mais regardez, j'aimerais peut-être qu'on nous revoie, qu'on nous remonte les buts du Nigeria. On va voir les buts du Nigeria. Vous allez voir la réaction de Chancel Mbemba et de Sadiki.
tout de suite, regardez, Tanzébé encaisse. Voilà. Regardez, Chancel Mbemba vient l'encourager. Ça dit qu'il va prendre directement le ballon. Vous voyez les gestes? Ouais. Il part prendre directement le ballon pour mettre dans le rond central. Ça dit que c'est lui là, il part prendre directement le ballon. Ouais. Donc c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit pour vous montrer que voilà, on a encaissé certes, mais on a préparé notre match très bien. On va revenir. Chancel Mbemba qui encourage tout de suite Tanzébé. Ouais, parce qu'il s'est écoulé, il lui dit... Il ne faut pas baisser les bras. C'est une erreur qui est arrivée dans le cours de match, au début comme ça. On ne peut pas... Voilà. À la RDC d'avant, non, mais après quand même, il faut mentionner ça. C'est avec une telle facilité. Voilà. Je crois que c'est un geste trop facile. Bah oui, pour un joueur de ce niveau. Ça se comprend un peu. Non, évidemment, il n'est pas en forme. Évidemment, il n'a pas le temps de jeu, mais quand même, c'est une finale. C'est un match de haut niveau africain. Moi, non, je mais pense ça arrive. C'est une nonchalance. Non, évidemment, en fait, ça arrive. Mais je pense qu'on doit aussi apprendre parce que c'est arrivé. Dans tout le match. Quelle nonchalance, vraiment. C'est un bidonné gratuitement au Nigérian. Je pense que Joris Kayembe a été légèrement touché, le match de Cameroun. Sinon, il serait titulaire, je suis sûr. Mais bon, Maswaku, c'est aussi l'expérience et tout ça arrive. Il a encaissé le but. La première période de Maswaku. Moi, je ne pense pas qu'on devrait limiter la performance des Maswaku. Non, je ne limite pas à ça. Suivez ce qu'il a fait dans les minutes qui ont suivi. Voilà, il est entré difficilement dans son match. Pour moi, Maswaku a fait un bon match. Non, j'ai dit qu'il a fait un grand match, mais je pense que sur ces billes-là, quand même, un joueur, vous dites, c'est un joueur d'expérience. C'est un joueur qui a fait le haut niveau. On ne défend pas comme ça. C'est nonchalant. En fait, c'est pratiquement la consigne qu'on donne à tous les joueurs professionnels. On ne relance jamais les ballons dans le... Oui, c'est une surface de vérité à tout moment. Après, il s'est rattrapé. Voilà, il a fait un bon match. Mention spéciale également à Meshak Elia, qui était vraiment très bon sur son couloir. Il a fait la passe qui amène le but. C'est lui qui il prend la passe, il donne à Cédric Bakam où il fonce au point de pénalty pour marquer. En tout cas, dans l'ensemble, l'équipe a montré une certaine maturité. Nous avons senti vraiment qu'au-delà de certaines failles, nous avions maîtrisé totalement le match. Le Nigeria était quasiment inexistant, en tout cas dans tout le comportement, dans tous les secteurs de jeu, surtout en seconde période. Le mal, ce que Trésor le disait, c'est que nous avons du mal à nous procurer de vraies occasions et marquer. Donc, c'est créer vraiment de bonnes occasions et marquer. Ça, on devrait travailler sur ça. La CAN arrive, on va jouer contre le Botswana et le Bénin qui sont les adversaires un peu faibles. Et c'est dans ces genres de matchs qu'il faudrait vraiment travailler les secteurs offensifs, comment combiner, comment marquer. Et donc, je pense que ça va nous servir, la CAN en tout cas va nous servir d'une très bonne préparation pour jouer notre match de l'histoire au mois de mars. Et ça, pour ça, j'ai dit félicitations à Sébastien ça pour son travail, mais tout n'est pas encore parfait. Emery, c'est vrai qu'on a parlé du milieu du terrain, mais les secteurs, je pose la question, est-ce que les secteurs offensifs et les compartiments à problème, quand on regarde toutes les actions qu'on a pu se procurer, mais à peine on réussit à ne concrétiser qu'une seule. C'est vrai qu'il y a eu aussi des buts refusés, ça il faut reconnaître. L'arbitrage, il faut souligner, c'était vraiment médiocre. Ça, en disant 3 buts, parce que l'arbitrage a posé problème. Est-ce que c'est insuffisant au regard des actions qu'on réussit à se procurer depuis un temps, surtout lors du match contre le Sénégal? C'est insuffisant, mais je ne prends pas ça trop pour un problème. C'est insuffisant, pas seulement sur ces matchs-là du Nigeria, mais sur les autres matchs également. Je vous ai rappelé la fois dernière qu'on a gagné pas mal d'1-0. Soudan, Togo, c'était 1-0. C'était quel genre de but? Souvent sur coup de pied arrêté. Souvent c'est l'individualité de Bongonda qui fait quelque chose. Cette fois-là, quand même, on a marqué face au Nigeria. Moi, je vous signale déjà avant de continuer, c'est le meilleur match de la RDC que j'ai vu. C'était celui du Nigeria. C'est peut-être pas tout de suite les matchs références, mais c'est vraiment les meilleurs matchs de l'RDC que moi j'ai vu. Mais après, là, pour une fois, on marque sur une action collective bien construite, parce que déjà, c'était pour moi la première fois de voir la RDC multiplier des passes. Non, mais attention, contre le Sénégal, quand vous regardez le but de Cédric. Mais face au Sénégal, c'est ses contre-attaques. On marque des buts, c'est contre-attaques. Ça n'a jamais existé comme ça. Voilà. C'est sur une contre-attaque. Par rapport à la construction, genre, on prend le ballon, on met le terrain, on relance. Mais après, moi, contre le Sénégal. Généralement, on marquait avec des passes en retrait, tout ça, des corners, des coups de pied arrêtés. Voilà, mais maintenant, pour répondre à la question concernant les secteurs offensifs, moi,
je pense qu'on a assez progressé. Certes, on n'a pas marqué, mais on a assez progressé dans les automatismes. On a des joueurs qui se retrouvent assez facilement, contrairement à il y a quelques mois. C'est une phase de progression à prendre en compte. Aujourd'hui, il y a un calendrier qui va tout en notre faveur, mais surtout en faveur de Sébastien Desabre, qui aura du pain sur la planche, mais dans le bon sens du terme, où vous n'avez pas du pain sur la planche pour vous embêter avec un travail qui vous est présenté comme un fardeau. Mais c'est comme un travail qui vous est présenté comme une opportunité de vous améliorer dans les secteurs qui n'étaient pas assez bons, donc les secteurs offensifs. Aujourd'hui, on ne parle que des chiffres. Lorsqu'on ramène le football uniquement aux statistiques, uniquement aux chiffres, on oublie les autres améliorations dans d'autres secteurs, dans d'autres phases des jeux. Aujourd'hui, au-delà des statistiques, pour moi, ça viendra. Il y aura des matchs où la RDC va gagner 3, 4, 5 à 0. Ça viendra. Peut-être à la CAN, peut-être après la CAN. On a déjà gagné 4 à 1. Oui, mais ce n'est pas une régularité. Ça arrive une fois tous les 6 mois. Et c'est par rapport au profil de l'adversaire aussi. Voilà, ça arrive une fois tous les 6 mois. Aujourd'hui, si on est 9e en Afrique au classement FIFA, ce n'est que, ce n'est qu'une formalité, parce que pour moi, on est 3e. Pour moi, on est 3e. On a quand même battu le vice-champion. À part les Maroc et les Sénégal, on va regarder tout le monde dans les yeux, on va jouer et on va dominer. À part peut-être les Maroc et les Sénégal. Et les Sénégal, ils doivent nous attendre à la CAN. Donc, je reviens toujours à la question. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, le fait qu'on ne marque pas beaucoup, le fait que qu'on n'a pas fait grand-chose offensivement face au Nigeria, bien qu'on ait eu plusieurs occasions, je ne pense pas que ce soit un problème. Je pense plutôt que nous sommes améliorés dans les automatismes, dans notre façon de jouer offensivement, et surtout, j'ai déjà souligné les infrastructures au Maroc. C'était très bien. Ici, au Stade des Martyrs, Essène va tomber de la même façon que Wissa. On ne sait pas ce qui se passe. La pelouse synthétique qui date d'une éternité. C'est comme si on jouait entre en deuxième division de la Thaïlande. C'est pas normal. Donc aujourd'hui, ici, la RDC s'est améliorée beaucoup sur le plan offensif. Pour l'instant, il ne manque que la petite cerise sur les gâteaux qui serait maintenant la concrétisation de ces actions-là. Parce que les actions et la manière dont on les se procure, ce n'est pas la même chose qu'on voyait il y a quelques mois. Parce qu'on se procure des occasions régulièrement dans des matchs, mais c'est des tapines et tout, ça joue un peu à coup de billard, c'est des cafouillages, on se procure une occasion. Peu importe la manière dont une équipe se procure une occasion dans une rencontre, on compte ça comme une occasion franche. Absolument. Maintenant, on voit la meilleure manière possible de se procurer des occasions pour la RDC aujourd'hui, et surtout face au Nigeria, des actions bien construites qui débauchent avec des occasions. On ne marque pas, mais je pense qu'à la CAN, ça va passer. Allez, à la CAN, ça va passer, on l'espère, peut-être avec l'arrivée des binationaux. On sent que dans chaque regroupement, Sébastien nous amène des profils, peut-être qu'il faut voir comment alimenter cette attaque-là, puisque depuis que Kael n'est pas là, on sent que l'attaque de moins en moins avait de ballons. Mais maintenant, on s'est dit avec les arrivées des Strokins, Michel-Ange Balikwisha également, qui est arrivé, c'est vrai, qu'il a fait ses débuts avec l'équipe nationale. Moi, je voudrais d'abord revenir sur... avec vous, je voudrais qu'on analyse aussi la défense congolaise. C'est vrai qu'on marque moins, oui, mais on encaisse moins au aussi. niveau, la charnière congolaise... Avec Touanzebe, peut-être qu'il n'est pas sur les projecteurs, mais c'est un gars qui avait un travail de titan. Non, mais c'est la limite niveau Première Ligue, non? La défense de RDC, c'est la limite Première Ligue. On a Bissaka, il joue à Estam. Première Ligue, Touanzebe, Première Ligue, Chancel, c'est un ancien de Crystal Palace, Première Ligue. Maswaku, Première Ligue. C'est-à-dire qu'on a cette défense-là. C'est-à-dire il y a 5 ans peut-être, on n'avait pas ces niveaux en défense. C'est-à-dire que cela démontre aussi cette solidité de cette défense. Bon, même si il y avait pas Touanzebe, il n'y avait pas Bissaka, il n'y avait même pas. C'est-à-dire depuis que Desabre est arrivé, s'il y a un plan où la RDC a beaucoup progressé, c'était en défense. Figurez-vous. Depuis longtemps, la RDC avait toujours encaissé. La dernière fois que la RDC avait joué un match sans encaisser à l'arrivée de Desabre, c'était face au Gabon. Le match qu'on a gagné 2-0. C'est-à-dire que c'était la première fois de voir un match de Léopard, un match officiel, la RDC n'encaisse pas. C'est-à-dire, depuis là, il y a un travail qui a été fait et que voilà, c'est une équipe qui ne marque pas beaucoup, mais c'est une équipe aussi qui n'encaisse pas trop. Et que voilà, dans ces éliminatoires-là, cette équipe-là a encaissé que face au Sénégal.
à Kinshasa. Et la première fois que comme à l'équipe Dakar. encaisse beaucoup de buts, c'est seulement face au Oui, Sénégal. évidemment, 3 buts dans un match. Et au stade des Martyrs encore. Le pire stade de l'histoire. Oui. Et face au Soudan d'ici, bon, après c'est un match où on gagne et puis il y a un relâchement et puis on prend ce but. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est restée je vais dire, cohérente aussi, qui est restée constante dans les efforts depuis la dernière CAN. Comme j'ai dit, en fait, moi je pense que c'est des équipes qui gagnent des compétitions. Pourquoi? Parce que les équipes qui gagnent des compétitions, c'est d'abord des équipes qui n'encaissent pas trop. Je peux vous rappeler le parcours du Sénégal, s'il faut s'en tenir à ça, même de l'Égypte. C'est-à-dire, en fait, le Sénégal, jusqu'à arriver en huitième de finale, à sortir du second tour, c'est qu'en fait, ils avaient marqué combien de buts? Ils ont marqué un but. Ouais. Ils avaient une victoire. Ouais. En 2022. Oui, bien évidemment. Une victoire. Je crois à l'époque, en 2022, le Sénégal partageait un même groupe avec la Guinée. Il y a la Guinée, il y a le Sénégal, il y a le Mozambique. Et voilà, ils n'avaient qu'une victoire. C'est-à-dire que quand ils arrivent en huitième, c'est l'abrouillé face au Cap-Vert. Et face au Cap-Vert, évidemment, ils sont qualifiés. Et puis les quarts de finale aussi, c'était pas trop facile. À la Guinée équatoriale, et puis ils s'envolent jusqu'en finale. Donc c'est des équipes comme ça. Même l'Égypte, à chaque fois qu'ils ont été champions d'Afrique, ou bien quand ils ont joué des finales, c'était pas aussi joué, quoi. Donc c'est une équipe aussi qui grandit, qui développe ces automatismes-là. Après, il faut la voir comment elle va progresser, et surtout dans cette compétition qui nous attend, la CAN, qui va nous servir de vrais tests, parce que là, la RDC sera attendue. Ouais, contrairement à la dernière édition où on est venu, c'est pas toujours évident quand cette fois-ci, tout le monde viendra jouer contre la RDC. C'est ce que j'ai lu un peu partout sur Internet. J'ai visité des pages marocaines, des pages sénégalaises, égyptiennes, algériennes, nigériennes, ivoiriennes, etc. Tu sens vraiment que tout le monde dit que la RDC sera très attendue. Après, c'est à nous de continuer sur ce qu'on est en train de faire. Et même si, en fait, à chaque fois que la RDC avait réussi de telles performances en Afrique, à chaque fois que la RDC avait performé au niveau africain, très souvent, elle a toujours été sacrée championne d'Afrique. C'est-à-dire, quand vous prenez, avant de remporter la CAN en 74, c'est une équipe aussi qui tape tout le monde en Afrique, qui se qualifie pour la Coupe du Monde. Ils vont à la CAN, ils vont remporter. Bon, cette fois-ci. Que l'histoire va se répéter. Bon, j'espère. En tout cas, ce n'est que l'histoire. Donc, je pense que le plus important, c'est d'affronter cette compétition. J'aurais bien voulu que vous puissiez répondre en patron, dire oui. Bon, c'est l'histoire. Après, non, c'est pas question de peur. C'est qu'aujourd'hui, il y a des forces en présence aussi, il faut dire. Il y a les Sénégal, il y a le Maroc. C'est ça j'aime. Il faut, c'est vrai, au-delà d'être patriote, il faut garder un peu ses sens. Mais après, j'espère que cette CAN-là, si on la prépare bien, en tout cas, moi je pense que si la RDC n'atteint pas les derniers carrés de la CAN, la finale, parce que la dernière fois c'était les demi-finales. Bon, évidemment, il faut jouer la finale. Je pense qu'il faut commencer d'abord par atteindre les derniers carrés. Si on n'atteint pas les derniers carrés, je pense que ce serait un échec. Et il va falloir qu'on s'en mord les doigts, parce que cette équipe-là doit, à la limite, atteindre le dernier carré de la CAN. Messieurs, je voudrais souligner le mental de la RDC, une équipe qui a grandi mentalement. On vous sent vraiment qu'on est devenu une équipe qui ne lâche rien, qui va jusqu'au bout. Même l'état d'esprit, les joueurs qui sont sur le terrain, en dehors, sur le banc, vous sentez vraiment que c'est un collectif, c'est une famille. Vous voyez un peu ce que Mpassi a fait. Mpassi, sachant qu'il a des limites côté Tirobi, c'est lui qui demande. C'est lui le vrai héros, en fait. Il dit, de garder un changement. Donner un changement à Timothy, qui est expert en cette situation. Et Timothy vient, il sauve toute la nation. Vous sentez vraiment que c'est un collectif, c'est une famille. Il n'y a pas de stars, il n'y a pas de guerre de go, il n'y a rien. C'est vraiment une équipe de football qu'on veut voir. J'aimerais également souligner l'apport de nouveaux. Michel-Ange Balicha, par exemple, qui vient pour sa première fois. Il entre en prolongation, il fait une entrée exceptionnelle. Et d'ailleurs, il tire même le penalty, le cinquième penalty, s'il rate. Et là, d'ailleurs, messieurs, c'est les moments où, on va dire, c'est une séquence de match que les Congolais étaient mal à l'aise. Les cœurs des Congolais battaient comme pas possible. Et on va revoir ça en image. On va voir en image comment est-ce que cette séance de tir au but. C'est vrai, le Nigeria tire son premier tir, passez-moi la tautologie, il rate. Et puis là, on s'est dit, nous on vient pour marquer, voilà. C'est Moutoussa, mais qui rate son tir. Bref, qui se loupe. Et pourtant, il n'avait jamais raté de tir au but. Voilà. Depuis, et c'est là où c'est ce qui vient confirmer votre hypothèse. L'état d'esprit, le mental du joueur, Emery, même pour ce genre de match, c'est-à-dire s'il faut voir comment est-ce que la RDC a dominé le match, on se dit au tir au but, les Congolais pouvaient peut-être avoir un moral au point mort, mais c'était le contraire. Ils se sont sublimés et la preuve, on a géré chaque tir, raté ou pas, jusqu'à la fin.
Et aujourd'hui, nous sommes qualifiés pour le barrage intercontinental. Mais c'était préparé. Coup de chapeau à Sébastien Desabre, parce que là, vous êtes dans une finale. On rappelle que la RDC n'a jamais perdu une finale, mais vous êtes dans une finale où vous allez dominer durant quasiment tous les matchs, et puis en prolongation, vous dominez encore un peu plus. Et vous allez être frustré au coup de sifflet final avant de jouer, de faire cette séance de tir au but. Mais là, vous parlez de Balikwisha. Vous voyez, l'effectif qui est en train d'être renouvelé donne déjà des indications sur les gens sur qui on peut compter. Parce que dans cette équipe aujourd'hui, on peut compter sur tout le monde. On est passé de cette étape qui est déjà révolue où on disait « Ah, celui-ci, on ne peut pas compter sur lui, il joue parce que celui-ci n'est pas là. » Des joueurs qui jouent par défaut, donc genre, il faut une blessure pour qu'il joue. Mais Michel-Ange Balikwisha qui arrive pour sa première sélection, il a déjà cette responsabilité de tirer un penalty en séance de tir au but où il s'est dit, pour moi il doit se dire, mais dans quel pétrin je m'aimais. Donc vous voyez maintenant qu'il peut déjà se dire aujourd'hui qu'il fait partie de la relève, parce qu'on a Scroquins, on a Balikwisha, on a Epolo qui a fait un clean sheet hier aussi avec le Standard de Liège, son 4e clean sheet de la saison. Vous avez à tous les postes de joueurs qui viennent, Sipenga également, qui viennent, et vous avez de l'avenir qui est assuré. Donc voilà, moi ça ne me surprend pas. Voilà, Michel-Ange, qui a pris les risques de tirer pour sa première sélection. Et c'est les penalties où on rate et on ne gagne pas ses matchs. Et puis il chambre même les supporters, ils disent taisez-vous. Parce qu'il y avait déjà des projectiles. Donc voilà, il y a la bonne organisation des Dessaf qui allait chercher tous ces gens-là. Il y a Sadi qui a un peu convaincu ses amis. Bref. Aujourd'hui, on est sûr qu'il y a voilà, une sorte de relève. Quand un jour Moutoussamy ne sera plus là, quand Bakambu ne sera plus là, on n'aura pas à venir chercher des joueurs dans un championnat moribond. On a déjà des joueurs qui viennent d'ailleurs. Non, après, moi je pense aussi que la relève aussi, elle doit quand même des côtés. Hein. C'est-à-dire aujourd'hui, la RDC, elle dépend essentiellement de sa diaspora. C'est vraiment voilà, quelque chose de magnifique. Parce qu'en fait, moi, je suis un peu dérangé par les termes qu'on est en train d'appeler ces joueurs. Moi, je pense que ce sont de la diaspora congolaise, ce sont des Congolais qui viennent porter les maillots congolais, en tout cas. Et puis, maintenant, après, ça doit nous interpeller à faire quelque chose au niveau local. C'est-à-dire, en fait, Mayele, Chancel, Méchac, c'est... Et même Sipenga à la limite. Voilà, c'est de KMB, c'est 5 joueurs, ça représente la formation locale. Et qu'en fait, ça démontre qu'on a de talent. Et qu'en fait, après, voilà, j'étais même en train de réfléchir à ça. C'est-à-dire que ça fait 50 ans quand même, on atteint une CAN, on atteint une qualification à la Coupe du Monde, donc on a pu gagner les CAN. Voilà, mais attends, on est quand même 5 millions, on est dans un pays où il y a 5 millions d'habitants. Ça veut dire si on prend 10% de Congolais, on a 10 millions de joueurs de qualité. C'est-à-dire que ça devait nous interpeller. Ça devait nous interpeller à commencer à bien organiser des choses sur le plan local aussi pour avoir des joueurs formés, des joueurs de qualité. Parce que est-ce qu'actuellement les joueurs évoluant au pays ont leur place? Non, mais c'est-à-dire il faut créer des conditions pour qu'on ait des joueurs de qualité. Ça, ces conditions-là, c'est ce qu'on n'a pas. Non, et c'est ça le défi. C'est ça le défi, c'est-à-dire on a un championnat qui n'est pas du tout organisé. Voilà, c'est ça le problème. En ce moment, on ne devrait même pas faire les débats sur est-ce qu'il y a des joueurs... Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais les niveaux là, qu'on voit à l'équipe nationale, là, disons la vérité, on n'a pas de joueurs qui jouent... C'est dommage, hein. On le dit avec beaucoup de peine, c'est dommage. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de niveau là dans notre championnat. On doit organiser notre championnat, le rendre attractif, régulier et tout. On aura beaucoup de joueurs qui pourront rejoindre l'équipe nationale. Mais pour l'instant, là, il n'y a aucun joueur qui évolue dans le championnat qui peut prétendre même être sur le banc de l'équipe nationale. Mais après, je reviens sur ça. Lorsqu'on cite Mbemba, Méchac et puis KMB, Sipenga, oui, ce sont des produits locaux, mais à quel moment ils rejoignent la sélection? À part Chancel Mbemba lancé en 2012 par Claude Leroy face aux Seychelles, Claude Leroy l'a détecté ici, à Kinshasa, au MK, et voilà, il commence déjà à être un espoir pour la sélection. Mais Méchac Elias, c'est grâce au Chan, où il a fait des exploits. J'ai fait même loin pour citer pour tout trésor, c'était à une époque le meilleur joueur, si pas voilà, les premiers joueurs en Afrique. Mais les autres, Sipenga, qui l'a connu à Kinshasa, qui l'a connu... voilà, il y a des joueurs qui se sentent en fait obligés de quitter les pays pour avoir une chance de rejoindre la sélection. Merci beaucoup, messieurs. Évidemment, mon raisonnement, c'est quoi? Mon raisonnement, je pense qu'aujourd'hui... on ne doit pas totalement fermer la porte. Non, c'est pas totalement fermé. C'est-à-dire partir de ces résultats pour en faire une vraie, je vais dire, réforme. Pour le football, en fait, pour la relève. En fait. On doit réfléchir. On doit faire partie, parce qu'en fait,
pour ne pas tomber sur ce qu'on a fait par le passé, c'est-à-dire après 74, les RDC, les Zaïre à l'époque, il est stratosphérique, hein. Champion d'Afrique, Coupe du Monde, mais après, il n'y a rien. Il n'y a rien jusqu'à la génération des Kabongongo qui vont revenir à la CAN. C'est-à-dire c'est un problème, non? C'est-à-dire pour ne plus arriver à ces problèmes-là, pour faire comme les grands nations font, on doit créer des conditions pour avoir un vivier, pour avoir de la relève. La question qui se pose maintenant, c'est la CAN qui profile à l'horizon. Les places vont se vendre très cher. Évidemment. Qui sera là? Qui ne sera pas là? Si vous étiez à la place de Sébastien, c'est vrai que votre tête va commencer déjà à chauffer. Parce que la CAN, c'est dans moins d'un mois. Ouais, si j'étais à la place de Sébastien Desabre, à moins qu'il y ait des contre-performances, parce qu'on est déjà au mois de novembre, bientôt là, il ne reste que 3 journées, je crois, pour la préparation de la CAN déjà. Ouais. À moins qu'il y ait des blessures et des contre-performances, mais je garde le même effectif. L'effectif qui a joué ces barrages-là. Je garde en tout cas le même effectif. Vous gardez le même effectif, mais en tenant compte, parce que là, je voudrais qu'on le fasse peut-être dans 5 minutes, en tenant compte bon, je ne dirais pas certains cadres, mais de certains joueurs qui étaient là, qui n'ont pas leur place, faute de temps de jeu. Il y a ceux qui ont performé. Est-ce qu'ils auront la chance, ceux qui n'étaient pas là, de revenir? Ceux qui étaient convoqués et qui n'ont pas aussi de temps de jeu dans leur club. C'est vrai qu'il y a des joueurs, je donne l'exemple des SND, qui est à chaque fois convoqué, mais qui n'a pas beaucoup de temps de jeu chez Augsbourg. On les laisse, est-ce qu'on peut, si, voilà, je vais préciser la question. Si d'autres joueurs acceptaient de porter le maillot de l'équipe nationale, à l'instar d'Afimi Kopouloulou et d'autres, ça risque encore d'amoindrir ou de réduire les places au sein de la tanière. En fait, un sélectionneur organisé, comme Desabre déjà, a toujours un vivier, a toujours son équipe dans laquelle il y a des joueurs qui sont là, même s'ils ne sont pas convoqués, mais ils font partie de son groupe. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a un effectif qui est là et il y a aussi des réservistes. Donc des joueurs qui peuvent à tout moment rejoindre ces groupes-là. Je pense qu'il y a Fimi Kopouloulou parmi les réservistes parce qu'il a déjà évolué avec Desabre. Il y a également Yohan Wissa qui est blessé. Je ne crois même pas qu'il va disputer la CAN, c'est trop limite. Il va nous manquer vraiment. Il va nous manquer à la CAN, ça c'est sûr. Mais il y a des garçons comme Chipenga qui prennent la relève très bien, ils le font bien. Il y a des joueurs qui sont quand même là. Mais aller chercher peut-être des binationaux comme je vois un peu sur l'internet, c'était Mavididi, des Kalimwendo et d'autres qui n'ont jamais évolué avec des sabres, qui n'ont jamais évolué avec la RDC, ça va être trop limite. Parce que ça, c'est un groupe. Lorsque vous créez une famille, la cohésion, vous créez quelque chose. On ne vient pas, on chamboule tout directement, on commence à rajouter encore de nouveaux éléments pour qu'ils apprennent encore la stratégie, la philosophie et tout. Ça, c'est un travail à faire à long terme. Attendre la CAN, peut-être après la Coupe du Monde, les éliminatoires de la CAN en 2027, c'est là où on peut encore réintégrer quelques noyaux, puisque certains joueurs peut-être vont quitter l'équipe nationale après la Coupe du Monde, ça c'est certain. Mais actuellement, là, jusqu'à la CAN, il reste qu'un mois, donc un mois moins un jour. Donc aujourd'hui, il reste pratiquement 29 jours avant la CAN. On ne peut pas aller prendre des joueurs qui sont très bons, ou certes, mais qui vont venir intriguer la sélection, encore commencer à apprendre avec. Je pense que ça va passer. D'ailleurs, ce ne sont pas des méthodes de Sébastien Desabre. Donc, je crois qu'il va garder le même effectif. Il va faire avec le même joueur. Peut-être le cas des CND, c'est à lui de voir comment jouer en club pendant ces temps pour mériter sa place en sélection. Parce que tout le monde veut jouer cette CAN, tout le monde veut jouer cette Coupe du Monde surtout. Et surtout, j'ai mal un peu pour Dimitri Berthaud, parce que après tout ce qu'il a fait pour nous là, c'était lui le patron. Non mais après c'est pas fini, hein. Janvier, il risque de ne pas participer à la CAN, il risque de ne pas être à la Coupe du Monde sans club, ça c'est sûr. Il peut rater la CAN, mais il peut jouer les barrages. Évidemment. Ça dépend de son évolution en club aussi, ça dépend également de l'évolution de ses concurrents, parce qu'on est dans une grosse concurrence. Vous voyez, Fayoulou déjà montré quelque chose. Avec ça déjà tout le monde se dit Fayoulou doit être là, parce qu'on ne sait jamais. Passi a trouvé son rôle de patron de cette hiérarchie de gardiens. Et vous avez Polo qui arrive. Polo, c'est très bon. C'est un haut niveau. Donc, en tout cas, bon, moi je n'ai rien contre Berthaud. Moi je n'ai rien contre Berthaud, mais dans la configuration actuelle, dans les réalités actuelles, Berthaud n'a plus sa place en sélection. Tout à fait. Surtout avec la présence de Mathieu et Polo. Non, et Polo, il peut même être les gardiens titulaires. En principe, après il est jeune, il est encore jeune. Lors de la CAN, il peut, enfin pendant la CAN, il peut, si Sébastien lui. Il apprend parce qu'en fait, il faut voir. Parce qu'il ne joue pas avec son club. Il ne joue pas avec Havre. Fayoulou non plus avec Noah, il n'est pas non plus titulaire attitré. Le seul gardien qui est titulaire, qui joue le niveau, c'est Polo. Ça saute quand même aux yeux. Comment comprendre qu'à chaque fois, les Congolais, les joueurs de la diaspora acceptent d'arborer le maillot de l'équipe nationale? Généralement, après,
ils connaissent des soucis, ils rencontrent des problèmes dans leur Ah non, mais apparemment, il y a tous les joueurs. Avant de venir. Non, c'est un constat. La dynamique change. C'est un constat. La dynamique change. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, ils commencent à venir un peu plus tôt. Un peu plus tôt, c'est-à-dire avant, c'est des joueurs qui vous viennent à 27 ans. Et du coup, leur club. Non, mais ça ne change pas la question. Leur club. Non, la question. Je repose ma question. Moi, je suis d'accord avec vous. Ouais, j'ai remarqué. Vous allez voir un joueur en train de briller en Europe. Dès qu'il accepte de porter le maillot de l'équipe nationale, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, ou une saison plus tard, vous sentez que les joueurs n'ont pas le même niveau. Soit il est rétrogradé. Au deuxième, au troisième niveau, et ça commence un peu à inquiéter. Voilà, les exemples sont légion. Hein. Évidemment, mais il y a aussi des contre-exemples. Il y a par exemple Wissa. Ouais, il y a des contre-exemples. Wissa aujourd'hui. C'est Brick Bakamou était à Boursa-Sport, il est venu à l'RDC à Villarreal. Samuel Essende était à Famalissa ou quelque chose de comme ça en Portugal. Il vient ici à Augsbourg. Ça date combien de temps? Mais après, Essende n'est pas fini. Non, ça arrive. Il y a de chaque joueur. Il y a par exemple. Attention à ne pas dire que l'RDC a pas. Non, je dis pas ça. Je pense que la dynamique, même aujourd'hui, ça fait débat. La dynamique change. Pourquoi? Parce que les nations africaines. Noah Sadiki qui joue à Union Saint-Gilloise, qui joue à Sunderland. C'est-à-dire que les sélections africaines deviennent attrayantes. Et que ça, c'est intéressant. On peut avoir ces joueurs-là jeunes. On a Sadiki, on a Moukaou et tout ça. Et que les autres jeunes qui sont à Belgique, en France ou je ne sais pas. Merci, messieurs. Quand ils voient ces joueurs-là jeunes venir, ils sont aussi poussés à venir. Mais il ne faut pas. C'est un élément, je pense que c'est un élément personnel et que les joueurs congolais aussi, aujourd'hui, ils doivent travailler et rester constant dans haut niveau. Et voilà, Chancel l'a fait, il est resté constant. Et c'est des joueurs congolais il est resté constant au haut niveau. C'est les derniers virages de l'émission. On va maintenant analyser les chances de la RDC. C'est vrai qu'on a moins de temps pour parler de ça. Mais c'est vrai, comme je le disais un peu dans mon introduction, c'est parti très vite. Un temps, on joue le barrage continentaux, le Cameroun, le Nigeria. Et maintenant, on est fixé même sur nos adversaires. Allez, aujourd'hui, je pense que même les Congolais qui ne se soucient pas trop ou qui ne s'occupent pas du classement FIFA, aujourd'hui, ils ont compris l'importance du classement FIFA. Aujourd'hui, la RDC, grâce à sa position au classement FIFA, ne va pas jouer les demi-finales, ne va jouer directement que la finale. Et là, on s'est fait une idée, ce sera soit la Jamaïque, soit la Nouvelle-Calédonie. Et on s'est dit, à ce niveau-là, on n'a pas peur d'un adversaire, c'est une finale, on la joue pas, on la gagne. On va la gagner, je suis sûr, ce sera le 31 mars 2026, à 22h, le coup d'envoi à 22h de Kinshasa, à Guadalajara, donc dans la ville de Guadalajara au Mexique. Je suis sûr que ce jour-là, on va gagner ces matchs. C'est vrai que le classement FIFA, pas tout le monde, les initiés comme nous autres ici sur le plateau, nous savions l'importance de ces classements FIFA. Les amis congolais qui disent un peu tout et n'importe quoi. On a quand même regardé le match Irak. Les classements FIFA, c'est très important. Ça vous épargne des adversaires un peu dérangeants. Ça vous facilite la tâche. Imaginez si nous avions déjà atteint ces niveaux de classement FIFA. Donc avant les tirages au sort de la Coupe du Monde, c'est qu'on serait tête des séries. On aurait évité les Sénégal. Donc on serait tête des séries si nous étions 9e actuellement là. Mais ce n'était pas le cas. Actuellement, on a progressé. Et Sébastien Desailly est arrivé en 2022, il nous a trouvé 15e, 14e ou 15e. Et aujourd'hui, on est 9e, on a progressé. Ça, c'est bien. Il faudrait vraiment continuer à progresser, gagner contre des grandes nations de football. Je pense que et là, tout le monde a compris on voit les extraits de matchs de la Nouvelle-Calédonie. Notre potentiel adversaire. On ne sait pas trop si la Calédonie va réussir à créer la surprise, mais en gros, maintenant, on commence à suivre de près tout ce qui s'est fait du côté de la Jamaïque, mais également de la Nouvelle-Calédonie. C'est bizarre d'en parler, mais bon, voilà, c'est la réalité qui nous ramène à tous ces travaux de suivre et tout ça. Bon, les footballs ne se jouent pas sur papier, mais sur papier, la Jamaïque, c'est quasiment largement une équipe favorite face à cette Nouvelle-Calédonie. Déjà, en parlant de la Jamaïque, on peut se dire ça, mais lorsqu'on voit les parcours des équipes qui sont des parcours assez contrastés, qui sont des parcours assez opposés, du côté de la CONCACAF, la manière dont se déroulent les formats de ces éliminatoires, ce n'est pas la même chose que du côté de l'OFC en Océanie. Voilà, bon, pour la Jamaïque, si on prend simplement les 10 derniers matchs, ce ne sont pas les seuls matchs, mais les 10 derniers matchs, vous voyez déjà qu'ils ont joué 3 fois plus que la Nouvelle-Calédonie, qui n'a joué que 5 matchs pour ces éliminatoires-là. Et la dernière fois que la Nouvelle-Calédonie a joué, c'était au mois de mars dernier. Depuis tout ce temps, ils n'attendaient que ce tirage, parce que c'est une équipe qui n'a enchaîné que des matchs amicaux
ils ont déjà fini avec leurs éliminatoires depuis les mois de mars dernier. Ils n'attendaient que Ils vont ces jouer encore tirages-là. un an après. Voilà, ils vont encore jouer un match officiel un an après leur dernier match officiel. Donc c'est une équipe qui joue au foot parce qu'elle doit jouer. Ça, c'est trop fort quand même. Ça, oui, on doit se le dire. Parce qu'on doit trouver un format pour tous ces pays-là. Ce sont des pays que Dieu a créés. Bon, on les intègre quand même. Mais du côté de la Jamaïque, vous avez une équipe jamaïcaine qui affronte déjà des grandes nations. Parce que je vous ai parlé du dernier match. Ils ont joué, ils ont marqué 21 buts. Ils n'ont encaissé que 4 buts dans tous ces matchs-là. Mais attention, on va potentiellement jouer la Jamaïque en finale. Mais c'est une équipe qui doit se réconcilier aussi avec son public. Donc c'est une équipe qui va faire tout. On va déjà voir ça lors de la demi-finale. Les sélectionneurs ont été ils ont viré Steve McLaren, les sélectionneurs, pour faute de résultats. Pour faute des résultats, pour une équipe qui va jouer les barrages de la Coupe du Monde. Ça paraît assez contradictoire, mais il faut vous dire que c'est une équipe qui va débuter avec une mentalité de gagnant. Parce que là, leur objectif, c'était de se qualifier directement sans passer par les barrages. Avec la Nouvelle-Calédonie, peu importe ce qu'ils vont faire, même s'ils gagnent tous les matchs, ils vont jouer les barrages. C'est une équipe que nous, les hommes, nous faisons jouer au foot par force. Merci beaucoup. Ils ont joué 5 matchs. Peut-être que Dieu ne les a pas créés pour jouer au foot. Mais bon, puisqu'ils ont une fédération de football, puisqu'ils ont un championnat, ils ont joué 5 matchs et ils ne savaient plus quoi faire de leur équipe de football. Ils ont commencé à jouer des matchs amicaux. Mais dans leurs 5 matchs, ils ont quand même réussi à marquer 3 buts dans un match à 3 reprises. Ça, il faut les signaler parce qu'ils ont marqué 10 buts en 5 matchs, mais ils en ont encaissé 8. Ça, c'est quand même énorme. Je pense qu'en parlant ainsi, on n'est pas là en train de faire peur aux Congolais parce que hier, j'ai fait quelques publications sur l'équipe de Jamaïque, mais vous lisez des commentaires, vous dites que les Congolais, ils sont comment? Non, ils ne vont rien nous faire. Pourquoi vous dites ça? Tout le monde est confiant. C'est bien d'être confiant, mais c'est bien de rappeler aussi les performances de l'adversaire pour se préparer. Je sais que nous avons une équipe professionnelle. Sébastien Sabre prendra le temps de regarder cette équipe jamaïcaine. Ils ont des joueurs qui évoluent la plupart en Angleterre, dans le Royaume-Uni quasiment. Il y a également un joueur Dexter Lembikisa, c'est un latéral droit de 22 ans qui est congolais. Donc qui est congolais, qui est là, qui sera. Les Congolais sont partout. Il y a même un autre Congolais dans l'équipe de Haïti, mais tout ça là qui s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Donc voyez un peu les Congolais. Après, messieurs, il y a des noms. Avant que vous ne puissiez continuer, c'est vrai, on a essayé de voir quelques noms qui peuvent toujours, sur le plan individuel, qui peuvent toujours inquiéter cette équipe jamaïcaine, les Reggae Boys. On s'est dit ici, ils ont un renfort d'état. Déjà, écoutez les surnoms, les Reggae Boys. S'ils ont les renforts, par exemple, des Mason Greenwood, ils ont pas mal de joueurs qui jouent en première ligue. Déjà, ça devait peut-être être un point qui peuvent doper leur mental. Ils se disent, ils jouent déjà en première ligue. La plupart, l'ossature, c'est en Europe. Et puis, pouf, ils viendront jouer contre nous. On s'est dit, sauf que là, ils vont se heurter aussi à un bloc costaud, parce que nous aussi, on a des joueurs qui jouent dans des grands championnats européens. Bref, ce sera du 5. Est-ce que, la question que je pose, est-ce que si nous avons la Jamaïque en finale, ce sera du 50-50 ou c'est une finale. Une finale, c'est toujours du 50-50. Ouais. Après, moi, dans le tirage, honnêtement, je voulais plutôt qu'on évite la Bolivie parce qu'en fait, les représentants comme Mebol, ils sont difficiles à jouer. Ouais, ils sont très difficiles à jouer. Après, difficile, ça sera un match, ça va être très compliqué. Et évidemment, la Jamaïque, c'est une nation, ils ont les joueurs qu'ils ont. Après, je pense que c'est une équipe qui n'ont pas une équipe en fait. C'est une assommation de joueurs qui ont de bonnes individualités, mais ils peinent à jouer ensemble. Regardez l'équipe de la section qui s'est qualifiée, Kourouka, c'est Courant-sang. Ouais, c'est voilà. Les noms, vous voyez, c'est une équipe qui n'a pas beaucoup trop de noms, mais c'est une équipe qui. Mais est-ce que ce ne sera pas une équipe de la Jamaïque blessée? Ouais, mais attention, peut-être cette défaite-là. Non, mais après, moi, qu'il soit blessé ou pas, voilà, c'est comme ça. Mais après, il faut aussi vous dire qu'ils vont jouer contre une équipe de la RDC qui va sortir d'une CAN. Il va jouer contre une équipe de la RDC qui va, je pense qu'elle va grandir parce que cette équipe-là se bonifie au fur et à mesure. Ouais. Et ils vont jouer contre une équipe de la RDC qui va aussi retrouver, évidemment, ses cadres, notamment Wissa et autres. Donc, c'est aussi une équipe de la RDC qui a surtout
rendez-vous avec l'histoire, parce que nous, ça fait quand même 50 ans qu'on n'a pas joué cette Coupe du Monde et qu'on est à un match pour jouer une Coupe du Monde. Et voilà, donc c'est ça aussi l'enjeu. C'est-à-dire, évidemment, ils vont jouer une demi-finale. Évidemment, tout le monde présente la Nouvelle-Calédonie vraiment comme les petits poussés de ces barrages. Mais après, le football, c'est pas toujours ça. Mais après, moi, je me dis, la Jamaïque, ils ont les joueurs qu'ils ont. Ils ont les joueurs qui jouent à... Non, il n'est pas le renfort. Il peut toujours venir en renfort parce qu'il a un passeport jamaïcain. Il y a Anthony qui est à West Ham, qui est jamaïcain. Mais tous ces joueurs que vous citez, Anthony, ils n'ont pas joué les derniers matchs de la Jamaïque. Pourquoi ils vont jouer seulement face à la RDC? Il peut venir en renfort. Attention, non, à part Greenwood qui peut venir en renfort parce qu'il n'est pas encore officiellement jamaïcain. Tous ces Anthony et tout. Mais regardez toutes les feuilles des matchs des dernières rencontres de la Jamaïque. Ils n'ont pas joué. Pourquoi ils vont venir jouer face à la RDC? Parce qu'aujourd'hui, on nous cite pas mal de joueurs jamaïcains qui jouent en première ligue. Mais j'ai vérifié toutes les feuilles des matchs, je ne les vois pas. Ils ne jouent quasiment pas. Je ne les vois pas. Donc après, pourquoi ils vont venir jouer contre nous? Peu importe qu'ils jouent ou qu'ils ne jouent pas, la Jamaïque n'est pas favorite face à la RDC. Évidemment, et en fait, comme je disais, la RDC, il y a cette pression des 50 ans, les rendez-vous avec l'histoire. C'est-à-dire, on a perdu face au Sénégal les matchs qu'il ne fallait pas perdre, et là, les dessins nous donnent une seconde chance. Oui, c'est juste là de l'arbitre marocain. Évidemment. Laissez-moi placer ça veut dire que c'est fini. Sur la Jamaïque, je pense que cette équipe-là, jamaïcaine-là, elle est bonne, c'est vrai, on peut tout dire, mais bon, on ne peut pas perdre à la RDC. Mais elle n'est pas encore qualifiée aussi. Oui, la Jamaïque n'est pas mieux que les Nigériens. Les Nigériens. Mais attention, le match c'est suivre, mais c'est ressemble pas. S'il faut faire ces parallélismes, il faut dire que voilà, la Jamaïque n'a pas de meilleures individualités que les Nigériens ou le Cameroun. Et aussi, au mois de décembre, la Jamaïque ne va pas jouer jusqu'au mois de mars. La RDC va jouer la CAN, elle va se préparer encore davantage. Et donc, je ne vois pas pourquoi on devrait peut-être avoir peur de la Jamaïque. Mais bon, on fait des fixations. Mais jusque-là, moi, je vois la RDC s'est qualifiée sans problème. En tout cas. Voilà. Et oui, la foi comme moi. Si vous n'avez pas de foi, utilisez ma foi. Qu'il pleuve, qu'il neige, les léopards joueront la Coupe du Monde. Ça, je parle en tant que patriote. Ouais, je parle en tant que patriote. Je ne sais pas moi, parce qu'on avait un peu peur. Le Cameroun, on avait un peu peur. Le Nigeria, maintenant c'est la Jamaïque, soit la Nouvelle-Calédonie. Nous, on va jouer. Les Reggae Boys, ce sera un match des titans. J'aime un peu voir les à côté de ce match-là, dans les gradins. S'il y aura de la fumée un peu partout, on ne sait pas trop. Mais attention, le feu sera jamaïcain, mais la flamme sera congolaise. Donc, merci beaucoup, messieurs. Vous savez, je vais vous rappeler, c'est vrai qu'on va finir avec un élément de judo. Ça fait quand même 3 plateaux que nous parlons des léopards de la RDC. Et ça ne fait que réussir. Coup de chapeau à vous. J'ai cru que vous alliez vous applaudir pour vous-même. Applaudissez pour vous-même. Ça fait 3 plateaux. Emery est là. Bon, vous venez pour la RDC. Et c'est comme ça qu'on s'est tous régalés. Pour une fois, les Congolais se sont sentis fiers. Et à la CAN, ça sera encore plus. Et je pense que ça va booster le mental de certains compatriotes, même dans des zones occupées. J'ai vu des images, des scènes de liesse. Ça prouve que quand le football, quand tout va bien sur terrain, ça vient combler certaines plaies. Même quand dans certains secteurs ça ne marche pas trop, une façon d'interpeller les autorités. Quand vous avez l'habitude de négliger les sports, ces secteurs-là, qui est le cadet des soucis, à chaque fois qu'il y a un gouvernement, on voit les sports occuper soit la dernière place, soit l'avant-dernière place. C'est maintenant le temps d'investir. Investissons, construisons des infrastructures. Je vais paraphraser ce que disait, Gédélius Coupa, c'est ce que le chef de l'État a fait. Bravo. Mais il peut faire plus. C'est-à-dire la meilleure façon d'honorer ces léopards, c'est de construire les infrastructures qui répondent aux normes. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a match à Kinshasa, mais pas seulement à Kinshasa, à chaque fois qu'il y a match au Congo, on peut aller jouer à Matadi, on peut aller jouer à Kisangani, on peut jouer à Mbandaka chez moi, on peut aller jouer partout. C'est important. Donc il est grand temps. Même Goma chez moi, même Matadi, c'est chez moi. Bon, je suis congolais. L'émission est terminée. Merci beaucoup, Gédélius Coupa. Permettez-moi de prendre ce message qui nous vient du Cameroun. Bonjour Christian, bonjour à ton staff. Ces débats des léopards est stratégique. On a maintenant plusieurs binationaux qui se bousculent à la porte de la sélection. Des Sabres doit d'abord conserver sa mouture en place pour ne mieux répondre
aux attentes des Congolais. C'était le message d'Emery, c'est pas Kabongo, c'est Emery Gali depuis le Cameroun. J'ai fait l'exception ce matin, c'est Hiram Mawissa. Je vous suis depuis la commune de Mongafola. Je salue le frère qui est tout près de Emery Kabongo. Ses analyses sont excellentes. Je crois que c'est Trésor Mutombo. Merci. Lui, c'est l'habitué. Hein? Ouais. Il fait recours à ses vaudous. Mesdames et messieurs, l'émission est terminée. Merci à vous. Vous avez compris que c'était un plateau détendu. Oui, puisque nous avons gagné. Ça fait longtemps qu'on s'est régalé. Maintenant qu'on l'a fait, on espère qu'on va garder le même niveau lors de la Coupe du Monde. Lors de barrages intercontinentaux. Ouais, il faut gagner lors de la Coupe du Monde. Dans la phase de groupe, même si on hérite de l'Argentine, du Portugal, on va se débrouiller, on est des garçons. Alors on va se quitter avec ces reportages de judo avec les Congolais qui sont bien sûr sélectionnés pour le jeu on va dire la compétition qui va réunir le pays francophone du 5 au 6 décembre 2025. Alors, Maître Nicolas Lianzaki est bien sûr président de la Fédération congolaise, FENACOJI, Fédération nationale congolaise de judo, qui a assisté quand même les athlètes, les 28 qui préparent, qui aiguisent les fers avant bien sûr de se lancer dans la compétition. 14 messieurs, 14 dames. Il faut noter que parmi ces athlètes, il y a également l'imbattable Gédéon Kassota dit Zibiou, dont la sanction internationale avait pris fin depuis le mois d'octobre le mois d'octobre dernier, et qui va certainement nous régaler un peu de judo, une autre discipline aussi populaire du pays. Wow. Dans ces images et commentaires, vous allez suivre bien sûr tout ce qui s'est passé avec cette visite de Nico Lianza. Avec vous, on se retrouve la semaine prochaine. Ce sera avec le même plaisir. Clin d'œil à Jocelyn Toumba qui était à la régie finale. Gershom Alain Makessi était à la prise de son. Yves Massala qui était derrière toutes les caméras. On se retrouve très bientôt avec le même plaisir. Salut! Les jours passent et la compétition s'approche. Voilà qui justifie la présence du numéro 1 du judo congolais au lit de préparation des léopards qui affûtent les armes afin de bien aborder la deuxième édition du tournoi international de judo des pays francophones que Kinshasa va abriter du 5 au 6 décembre prochain. Maître Nicolas Lianzali Kwale assure ici que tout se passe plutôt bien, surtout avec l'apport du patron des sports au pays de Félix Antoine Tshisekedi. Maître Didier Boudimbu s'emploie à ce que cet événement se passe dans les meilleures conditions possibles. En termes de préparation, nous disons que la préparation sur le plan de l'équipe nationale, nous avons commencé bien avant. Sur le plan organisationnel, nous sommes en train de pousser l'accélérateur parce qu'il y a certains éléments qui sont encore au ralenti, et avec l'aide de tous les judokas, mais surtout le soutien du ministre Didier Boudimbu et de tout le gouvernement, nous pensons que certaines choses seront effectivement résolues en temps opportun. Côté logistique, tout semble déjà bouqué et il ne reste plus que quelques petits réglages. J'aimerais donner certaines informations. Premièrement, nous serons dans 2 sites différents. Il y aura le site du complexe Omnisport à Tarafel où nous sommes, ainsi que le complexe Omnisport des Martyrs. Ici à Tatarafel, ça sera le logement des athlètes ainsi que la restauration. Mais la compétition va se passer au gymnase de basketball des Martyrs, ainsi que le village olympique aussi sera dans l'esplanade des stades de Martyrs. Kinshasa attend donc avec impatience cette joute internationale de judo et l'on sait comment cette discipline draine le monde derrière elle. Au total, 28 léopards, dont 14 dames et 14 messieurs, sont donc retenus pour défendre les couleurs de la République démocratique du Congo à cette fête internationale du judo.